philosophe. C'est marrant d'ailleurs de dire qu'est-ce que tu es dans la vie? Écoute, je suis philosophe. C'est drôle donc. C'est drôle. Oui. Et c'est une profession qu'on peut pas trop assumer parce que personne ne peut incarner l'idéal de la philosophie. C'est un échec quand même d'être philosophe, un échec de l'action. C'est vraiment, on est un raté de l'action quand on est un philosophe. On est bien accueillis ici. En tout cas, moi je trouve au contraire qu'on peut pas s'autoproclamer philosophe, on n'a pas le droit. Bah oui. On peut le dire éventuellement après la mort de quelqu'un, on peut dire professeur de philosophie de son vivant, chercheur en philosophie. Exactement. Mais c'est un métier, personne ne peut prétendre incarner l'idéal de la philosophie. Et puis parfois, c'est comme Monsieur Jourdain, on rencontre des gens qui n'ont absolument aucune base intellectuelle de ce type de réflexion, et on est saisi par le rapport qu'ils ont à la vie, et on dit d'eux, lui, c'est un philosophe. C'est un philosophe. Ouais. Mais il est philosophe sans le savoir. Alors, qui a le plus de mérite? Celui qui domine sa personnalité pour devenir philosophe, ou celui pour qui tout est naturel? Voilà une bonne question. Je pense plutôt celui pour qui tout est naturel. Moi, je suis très partisan d'une philosophie incarnée, pas seulement livresque. Oui, mais il n'a pas de mérite alors. Bah si, il a celui de comprendre que la vie philosophique, c'est une vie vécue de façon réflexive. Bon, alors par exemple, est-ce que c'est philosophique ce qu'a dit Catherine Vaudreuil ce week-end, Vautrin dans le journal du dimanche? Interdiction des écrans aux enfants de moins de 3 ans, a-t-elle dit. Dans un entretien accordé ce dimanche, la ministre de la Santé et des Solidarités a promis d'interdire l'exposition aux écrans pour les plus petits de la naissance à l'âge de 3 ans. Mais quand j'entends ça, moi je me dis, mais d'abord, elle a raison, mais c'est impossible tout simplement à mettre en place. L'été, on est tous parfois au contact de gens qu'on ne voit pas forcément l'hiver, c'est-à-dire qu'on est dans un hôtel, dans un club de vacances, que sais-je, et puis au petit déjeuner, moi je vois ça maintenant, mais régulièrement. Je vois des enfants qui sont sur une chaise bébé, et ils ont un écran devant eux, et les parents sont tranquilles en train de manger leur casse-croûte, que sais-je. Je me dis, mais comment c'est possible ? Ça fait peur. À un moment où les capacités cognitives se construisent à peine, ça va avoir un effet absolument dévastateur. Et le côté de dire on interdit jusqu'à 3 ans, moi j'ai pas encore d'enfants, mais je pense que quand j'en aurai, ils n'auront pas d'écran avant bien longtemps, parce que c'est extrêmement destructeur. Mais paraît-il, je sais pas si c'est une légende urbaine, on dit que les grands patrons de Los Angeles, de la Silicon Valley. Exactement. On dit que leurs enfants n'ont pas le droit aux écrans. Je ne sais pas si c'est une légende urbaine ou pas, mais souvent j'ai entendu ça, et vous aussi. Oui. Bon, est-ce qu'on peut réécouter la philosophie, monsieur Fabrice? Ça n'est qu'une philosophie, être accepté comme je suis, malgré tout ce qu'on me dit. Je reste Est-ce que c'est une philosophie je n'ai qu'une philosophie d'être accepté comme je suis? Est-ce que c'est vrai ce qu'elle dit, Amel Bent, monsieur le philosophe? Pourquoi pas, mais je suis assez réticent devant ceux qui confondent le fait de chercher une authenticité personnelle avec le narcissisme et l'égocentrisme. Être accepté comme je suis, moi c'est moi, vous voyez ce que je veux dire? Le côté nombriliste de la chose, je crois que la philosophie c'est un peu le contraire. C'est une forme de violence même par rapport à soi. Alors, sommes-nous libres? Alors, vous savez combien il a eu au bac? Ne dites pas la note. Combien il a eu? Parce que tout à l'heure, je lui ai demandé à CNews, il m'a dit la note qu'il a eu. En quelle année vous avez passé le bac, Nathan Devers? 2014. Donc, Nathan Devers est avec nous, je le rappelle, vous connaissez son visage. C'est un garçon qui a la grâce. Il a piqué toute la matière grise du quartier quand il est né. Donc il y en a comme ça. Bon, il est beau, il est gentil, il est intelligent, il réussit. Il y a tout pour lui. Voilà. Alors évidemment, nous, il nous donne des complexes parce que nous, c'est un peu tout le contraire. Mais non. Bon. Et donc, je dirais qu'il a eu 19. Vous dites 19. Laurent Tessier, il a eu combien? 20. Vous dites 20. Fabrice Lafitte. 19, oui. 19. Monsieur Boubouk. Moi, je dirais 11 ou 12. 11. T'as eu combien, toi? Vous vous souvenez de votre note au bac? De philo? De philo, 14. Ah, c'est pas mal. Mais c'est vachement bien. Oui. Ah venez autour de la table, vous allez vous voir. Ah non, mais 14. Et vous vous souvenez du sujet? Non, pas du tout. C'était en quelle année le bac? En 2018. 2018, oui, c'est récent. le bac. C'est ça, c'est ça. Effectivement, ça fait peur. Oui. Il a eu le bac en C'est récent. 2018 et on travaille ensemble. Moi, je suis en 1982. Donc, et monsieur Omar, il est où? Il est parti? Il est parti, oui. Il est parti pêcher? Oui, je pense. Bon, voilà la première question. Sommes-nous libres en toutes circonstances? Qu'est-ce qu'il faut dire? Alors ça, c'est pas mon sujet préféré, mais on peut le traiter rapidement. Ah bah non, mais qu'est-ce que vous préférez? Avons-nous besoin d'art? J'ai trouvé que le meilleur, c'était notre avenir dépend-il de la technique? C'est le plus original. On va traiter celui-là. Notre avenir dépend-il de la
technique. Ah bah oui. En général, on fait une Qu'est-ce qu'on distinction en philosophie entre l'avenir et le futur. Le futur, c'est le temps qui est objectif, qui est calculable, qui est prévisible. Celui, par exemple, des lois de la nature. On peut dire que si on met de l'eau à bouillir à 100 degrés, le futur fait qu'elle va finir par bouillir. L'avenir, c'est le temps qui est plutôt vécu de façon existentielle. Mon avenir, par exemple, je vais choisir de faire tel ou tel métier, ça repose sur ma liberté. Le fait qu'on ait demandé notre avenir dépend-il de la technique, et pas notre futur dépend-il de la technique. C'est-à-dire qu'on ait mélangé le registre du temps de la liberté et celui de la technique, c'est-à-dire de la science, de la maîtrise, c'est ça qui est extrêmement intéressant. Alors on aurait pu, premièrement... Oui, mais ça, vous pensez que ça, un gosse de 18 ans qui lit ça, il comprend que avenir n'est pas futur? Parce que même nous, on... Non, moi, j'aurais pas. Voilà, c'est un piège. déjà, c'est-à-dire qu'à votre avis, déjà, il faut que celui qui lit le texte ait compris que avenir n'est pas futur. Pas forcément. Ce qui est excitant en philosophie, c'est qu'il n'y a pas une bonne réponse. Et une mauvaise réponse, c'est pas une copie de maths. Et qu'on ne peut pas dire qu'il y a une problématique pour un sujet. Ce qui est philosophique, c'est le regard que quelqu'un, avec sa rigueur de la réflexion personnelle, va essayer de convoquer pour décrypter un sujet. Mais ensuite, ça donne lieu à 1000 traitements possibles. Ce qu'il faut faire, c'est creuser. C'est réfléchir, c'est pas se contenter juste de réciter une fiche de cours. Ah bah, pour creuser, il creuse, Olivier Guénec. Et donc, en introduction, l'élève aurait dû commencer par la différence entre le futur et l'avenir ou pas du tout? Est-ce que Pour ma part, l'introduction... j'aurais fait ça. Oui, en introduction. J'aurais tenu compte aussi du fait que là, on dit nôtre. C'est pas mon avenir. Donc, on réfléchit sur le temps historique, le temps collectif. Chaque mot est important dans Mais bien un sûr, sujet. et par exemple, je m'interrogeais sur le futur de Monsieur Guénec, mais finalement, j'aurais dû penser à son avenir. Qu'est-ce que ça veut dire? Bah, ton futur, c'est que dans 20 minutes, tu vas manger, ton avenir, on le connaît pas. Ah oula, oui, mais vous me dites ça en fin de saison, c'est pas bien. Oui, c'est ça. C'est ça, hein, Votre j'ai futur, compris. c'est que vous allez manger dans 20 Voilà. minutes et votre avenir, on ne sait pas ce que vous allez choisir. Je sais pas ce qui est le plus incertain. Là. Bon, alors, une fois qu'on a... D'abord, effectivement, il faut comprendre le sujet. Oui. Bon, et puis après, il faut le traiter. Alors Donc, déjà, pour comprendre le sujet, je pense qu'il faut oublier toutes les connaissances qu'on a. Il faut essayer d'avoir un regard vierge, ne surtout pas venir plaquer un auteur. Le plus dangereux en copie de philo, c'est quand on croit qu'on connaît le sujet. Quand on croit que le sujet est facile et quand on croit qu'on l'a révisé. Parce que là, on va plaquer ses connaissances, on va passer à côté de l'originalité de la question et on va souvent faire un hors-sujet ou une copie pauvre. Il faut commencer par un travail, Husserl disait, la philosophie commence par un vœu de pauvreté intellectuelle. Il faut chercher à être pauvre, il faut chercher à vider de ses connaissances. Ensuite, on peut les retrouver, les connaissances. Mais ça, un Mais il faut gamin de pas 18 commencer ans... Non, il faut pas qu'ils viennent plaquer ses Bah oui, références. mais pour lui, il a Oui. appris par cœur des auteurs et lui, il va directement Non, faut pas sur son qu'il brouillon. Oui, faut C'est pas ça, qu'il bah si. tartine. Oui, Bah non, mais non, c'est un élève fait ça. Bon, et on est d'accord que dans une copie de philo, de toute façon, elle a raison, Géraldine, il faut citer des philosophes. On ne peut pas. Ensuite, il faut les citer. Et Non, mais ensuite, il faut les retrouver. faut bien sûr. montrer à l'examinateur qu'on a un peu travaillé. Il faut un peu faire preuve de bachotage, sans doute. Il faut faire les deux. Une copie qui ne fait que citer, souvent elle va avoir un côté précisément robotique, précisément technique, et c'est un peu le contraire de la philosophie. Et une copie qui ne fait que de la réflexion personnelle sans s'appuyer sur l'histoire de la pensée, c'est important. Je vais donner un exemple très simple sur le sujet, sur la technique. Tous les jeunes sont conscients du danger du réchauffement climatique. Oui. Alors là, c'est une inscription très claire de est-ce que notre avenir dépend de la technique? Est-ce que la technique peut redessiner notre avenir? Est-ce que la technique peut même avoir une incidence sur les lois de la nature? Tout ça, c'est une réflexion que chacun peut avoir. Ensuite, on peut l'ancrer, par exemple, sur un philosophe qui s'appelle Hans Jonas, qui a écrit un livre important qui s'appelle Le Principe Responsabilité, où il théorise cela, que la technique moderne, contrairement à la technique ancienne, c'est une technique qui peut potentiellement détruire la vie sur Terre, changer la nature, et donc changer le sens même du temps. Je crois que c'était ça, la problématique en tout cas que moi j'aurais utilisée. La technique peut-elle changer le sens du temps? Eh ben, Effectivement, ça demande un certain niveau de réflexion, la question que vous posez. Et vous auriez répondu quoi? Et j'aurais envisagé plusieurs thèses, mais j'aurais fini sur cette idée-là, qu'en effet, la technique, en tout cas dans sa dimension moderne, dans sa dimension de maîtrise, elle peut avoir comme conséquence de changer la notion même de temporalité, puisqu'elle s'attaque à la nature. Et que si vous voulez, quelque part, la technique moderne, elle peut redessiner les lois mêmes de la nature. Il est 12h42, vous écoutez France Culture. Vous êtes avec Nathan Dever et nous sommes réunis avec quelques amis philosophes qui sont autour de la table. La professeure au Collège de France, Géraldine Amont, qui nous a fait le plaisir d'être avec nous. Et puis ce chercheur dont vous avez lu beaucoup de livres, Monsieur El Boubouk, qui est là et qui a publié aux éditions de Gallimard et d'autres ailleurs, et au Pif
juif. Voilà, je cherchais aux presses universitaires de France qui va publiait l'essentiel de son œuvre en 3 volumes. Laurent Tessier est là également, bien sûr, pour son album, son dernier. Monte là-dessus, tu verras Montmartre. Vous écoutez Europe 1 pour info, c'est pas ce Oui, et puis notre ami Fabrice Lafitte produira son célèbre cahier de vacances. Que des coloriages. Qu'il nous donnera pour le titre. Non, mais c'est intéressant de vous écouter. Alors, il y avait un autre sujet. La vérité est-elle toujours convaincante? Beau sujet. Ah ouais, moi j'aime bien celui-là. Mais qu'est-ce que la vérité déjà? Qu'est-ce que la vérité, dit Géraldine Amont. Qu'est-ce que la vérité? Elle est multiple, elle est sans doute la vérité. Mais est-ce qu'il y a une vérité objective? Il y en a parfois quelques-unes. Souvent, moi, je parle du sport, parce que le sport a une vérité objective et c'est un des rares domaines. La vérité d'un coureur, c'est celui qui court le plus vite et c'est celui qui gagne. Bon, dans nos domaines, dans la philosophie, dans l'art, dans plein de domaines, les critères sont plus subjectifs. Forcément. Exactement, et en philosophie particulièrement. Je pense que la beauté de ce sujet, c'est qu'il fallait faire jouer un peu le concept de vérité en voyant qu'il avait plusieurs sens. D'étudier la tension entre la certitude, qui est un sentiment qui peut investir un sujet, de se dire là, sur tel ou tel point, je suis confronté à la vérité, et ensuite la vérité objective, la vérité par exemple scientifique, voir cette distinction, et voir que très souvent, la conviction est plutôt du côté de l'erreur, du mensonge ou de l'illusion. Et alors ça, il y a un philosophe par exemple qui a énormément écrit là-dessus, travaillé là-dessus, qui était précisément Platon et Socrate, qui ont bien, dans leur lutte avec les sophistes, montré que dans la démocratie athénienne, ceux qui étaient les plus convaincants, c'était précisément les maîtres de l'erreur. Et c'était précisément ceux qui cherchaient à convaincre, quel que soit le contenu de la thèse qu'on défendait. On va voir si Yacine, qui est élève de terminale du lycée Pierre de Coubertin à Calais. Bonjour Yacine. Oui, bonjour. Et merci d'être avec nous. Vous avez quel âge? J'ai 18 ans. 18 ans. Quel sujet avez-vous choisi ce matin? Alors moi, je n'ai pas pris les sujets de dissertation, j'ai pris le sujet numéro 3, l'explication de texte. Oui, alors effectivement, c'est ce que prennent souvent les élèves. Mais ça serait bien d'avoir un élève de dissertation, forcément aussi. Mais vous avez pris, tous les citoyens devraient avoir les moyens d'être informés des questions politiques, c'est ça? Oui, c'est bien ça. Alors je le lis quand même pour les auditeurs, ils devraient pouvoir juger de la façon dont les projets affectent leur bien-être et quels sont les programmes politiques qui favorisent leur conception du bien public. De plus, ils devraient avoir une juste possibilité de proposer des solutions nouvelles dans le débat politique. Les libertés qui sont protégées par le principe de la participation perdent une bonne partie de leur valeur quand ceux qui possèdent les plus grands moyens privés ont le droit d'utiliser leurs avantages pour contrôler le cours du débat public. Dites-moi, John Rawls, il me passait, c'est pas une odeur de droite, hein, manifestement, je suis en train de le découvrir. C'est formidable d'ailleurs, l'éducation nationale, parce que évidemment, c'est un texte assez engagé. Qu'est-ce que vous avez dit, Yacine, sur ce texte? Écoutez, j'ai trouvé que la thèse de l'auteur était assez claire. On remarquait très bien que selon lui, une société idéale, pour lui, tout le monde aurait le droit à la parole. Cependant, il a énoncé la problématique du fait que si jamais il y avait trop de biens privés, cette élite qui posséderait ces biens peut en profiter pour assouvir leur puissance, modifier les idées qui circulent au sein de la population. Au final, il n'y aurait plus véritablement de circulation libre des idées, en fait. Et vous avez trouvé que vous aviez plus réussi la copie? Alors très sincèrement, j'ai trouvé que le sujet était très simple, vraiment le texte est très clair, pas de problème. Mais je trouvais que c'était assez compliqué d'expliquer les termes, etc. On se répétait souvent. Donc au final, j'ai quand même fait 8 feuilles. Mais j'ai bien peur que... Mais est-ce que vous avez dit, par exemple, parce que moi, la première chose, une des choses que je dirais, c'est que forcément, c'est un texte engagé qui propose une version de la société qu'on place quand même sans doute à gauche. Quand je lis, car finalement, ces inégalités rendront les plus favorisés capables d'exercer une plus grande influence sur le développement de la législation. Au bout d'un certain temps, ils risquent d'acquérir un poids prépondérant dans le règlement des problèmes sociaux. Enfin, c'est un gag, franchement. Je sais pas, qui est ce John Rawls? Est-ce que vous avez souligné que cet homme est effectivement quelqu'un de très engagé, par exemple? Notamment vers la fin du texte, j'ai clairement souligné le fait qu'il faisait une référence au communisme, où selon lui, pour que justement il n'y ait pas ces problématiques-là liées à l'élite de la société qui prennent tout le pouvoir,
il faudrait une redistribution des richesses, au final, comme le prône le communisme. Non, mais oui, mais Yacine, la redistribution des richesses, elle existe fortement dans notre pays, si vous me permettez, Yacine. Ne l'oubliez jamais. Nathan Dever. Mais pour le coup, John Rawls, c'est pas un auteur de gauche. Ouais. C'était un penseur vraiment très libéral. Et ce livre, je pense, c'est La théorie de la justice, le bouquin. C'est un livre précisément qui essaye de fixer les règles d'une société où les inégalités sont pas injustes. Et tout le principe de John Rawls, c'est assez intelligent. Il dit, quand on parle de politique, on n'en parle jamais d'un regard neutre, puisqu'on a tous une position dans la société. Et il invente un concept qu'il appelle le voile d'ignorance. Il dit, pour fixer le modèle de la société juste, imaginons que nous ne sachions pas quelle position on va avoir dans la société. Est-ce que je vais être riche? Est-ce que je vais être défavorisé? Est-ce que je vais être dans tel ou tel milieu? Et imaginons un modèle qui convienne à tout le monde avant même de savoir si on va gagner ou perdre. Comme si on fixait les règles du jeu, d'un jeu de société, avant de savoir la position qu'on va avoir. Et toute sa théorie, c'est de dire que les inégalités sont justes tant qu'elles profitent même à ceux qui sont, entre guillemets, dominés et qui perdent pas, ou qui sont défavorisés, et qui perdent pas leur liberté essentielle. Mais ce qui est important, me semble-t-il, c'est que, évidemment, l'égalité n'existe pas. Puisque vous, par exemple, vous êtes l'exemple même que l'égalité n'existe pas. Vous avez un cerveau qui va plus vite que les autres. Vous n'y pouvez rien d'ailleurs. Vous avez une capacité d'enregistrer. Je sais pas, la réflexion que vous portez même sur vous-même, Nathan, par rapport à d'autres cerveaux. Vous êtes né comme ça, c'est une chance. Vous avez sans doute travaillé, mais vous êtes conscient d'avoir cette chance d'un cerveau qui effectivement est capable, en tout cas, d'enregistrer plus d'informations que d'autres. Moi, ce que je me dis, c'est deux choses. D'abord, il y a une famille, etc. Voilà, mais j'ai la chance d'aimer ce que je fais. Et je sais qu'il y a beaucoup de Français qui sont pas amoureux forcément de leur métier. Et moi, tous les matins, je me lève, je me dis, j'ai la chance de vivre de ce que j'aime, lire, écrire, etc. Et donc, je le fais tout le temps. Ce que je voulais vous dire, c'est que, l'important, l'égalité n'existe pas, mais l'important, c'est que tout le monde ait les mêmes chances. C'est ça qui est important. Et en France, évidemment, si tu nais riche et l'autre pauvre, c'est plus agréable, sans doute, mais l'important, c'est l'accès à l'école, que tu puisses, quoi qu'il arrive, même si ces inégalités sociales, bien sûr, elles existent, c'est ça qui me paraît important dans une société. Les compliments que vous avez fait à Nathan, vous ne les avez jamais fait. Le cerveau exceptionnel. Mais vous avez aussi de la chance, vous êtes beau garçon. Ah oui. Ah bon? C'est pas... Ouais, on n'est pas sur le même créneau d'un coup là, mais bon. Mais vous êtes... non, mais pardonnez-moi, vous... Oui. Comment dire? Non, mais vous embêtez pas à trouver des compliments. Vous avez plein de qualités, importantes non, sur mais le plan intellectuel. Pascal, mais il est normalien. C'est un garçon qui est... Voilà, c'est comme au foot, il joue en Ligue des Champions. Il faut l'étudier cliniquement. En Ligue 1. Il faut le disséquer. Mais en revanche, il n'y peut rien. C'est ça qui est... Et puis, c'est pas grave. On peut... Je veux dire, c'est que... En fait... On a avec la partie intellectuelle un rapport qu'on n'a pas du tout en sport. Quand je vois Nadal, je complexe pas parce que je joue pas aussi bien que lui au tennis. Non, j'espère je me dis, il est formidable. Bon. Et quand je vois un cerveau qui va plus vite, je dis, il va plus vite, mais ça ne veut pas dire que le mien, j'en suis triste, vous voyez? Bien sûr, bien sûr. C'est le sport, peut-être. Vous pouvez dire au revoir à Yacine, peut-être? Au revoir. Il n'est pas là, Yacine. Yacine, merci. C'était très sympa de vous avoir, Yacine. Oui, Yacine, je vous donne 18. Je vous donne 18, il est 12h51. Je vous donne 18. Il est inspecteur maintenant. Je suis inspecteur.